Héros pour certains et tyran pour d'autres. Son héritage est un puzzle complexe. Bienvenue sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, sociologue. Ici, nous aborderons des sujets liés à la décentralisation, au développement local et aux questions politiques. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la Guinée, notamment d'une figure qui divise encore, Ahmed Sékou Touré, président de la Guinée de 1958 à 1984. Héros pour certains et tyran pour d'autres. Son héritage est un puzzle complexe. Comment a-t-il façonné une nation avec un nom historique à la France? Pourquoi son règne inspire-t-il autant d'admiration que de rejet? Qui était-il? Pourquoi a-t-il choisi de dire non à la France et quel impact a-t-il eu sur le continent? C'est une histoire de pouvoir, de mémoire et de contradiction. Ahmed Sékou Touré naît en 1922 à Farana, en Guinée, dans un territoire alors sous domination coloniale française. Issu d'un milieu modeste, il suit des études primaires et professionnelles avant de devenir employé des postes. Mais très vite, il se tourne vers l'action politique et syndicale. Dès 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il participe à la création de syndicats liés à la CGT française. Un an plus tard, en 1946, il est présent au congrès de Bamako, où naît le Rassemblement démocratique africain, le RDA, un parti panafricain qui regroupe plusieurs territoires colonisés. En Guinée, Sékou Touré prend la tête de la section locale du RDA, le Parti démocratique de Guinée, PDG. En 1952, il devient secrétaire général du parti et son influence grandit rapidement. Il s'impose comme un leader charismatique, notamment grâce à son engagement syndical. En 1957, il est nommé secrétaire général de l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, une centrale syndicale qui défend les intérêts des travailleurs africains face à l'administration coloniale. Cette même année, son parti remporte une victoire aux élections locales, ce qui fait de lui l'homme fort de Guinée. À ce moment-là, il est à la fois député à l'Assemblée nationale française, maire de Conakry et vice-président du conseil de gouvernement. Bref, Sékou Touré est prêt à changer la donne. Mais pourquoi Sékou Touré est-il devenu un symbole de la contestation coloniale? Tout se joue en 1958, une année charnière. À cette époque, l'Afrique subsaharienne est encore largement sous le joug des puissances coloniales. La France, dirigée par le général de Gaulle, qui revient au pouvoir cette année-là, propose une nouvelle constitution. Cette constitution crée une communauté franco-africaine, c'est-à-dire les territoires africains deviendraient des États autonomes, mais resteraient sous l'autorité de Paris pour la défense, les affaires étrangères ou encore l'économie. De Gaulle pose un ultimatum clair. Soit vous acceptez la communauté, soit vous choisissez l'indépendance totale, mais sans aucune aide française. Un choix lourd de conséquences. Sékou Touré, lui, refuse cette alternative. Il ne rejette pas l'idée d'un lien avec la France, mais il veut une relation égalitaire, pas une domination déguisée. En août 1958, de Gaulle visite la Guinée et à Conakry, Sékou Touré prononce un discours historique devant son peuple. Il déclare
Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Ces mots résonnent comme un défi. De Gaulle, vexé par cette mise en scène, voit en Sékou Touré un adversaire direct. Sous la pression de son parti et des mouvements populaires, jeunes, syndicats, femmes, paysans, Sékou Touré opte pour le non au référendum du 28 septembre 1958. Au résultat, plus de 98% des Guinéens votent pour l'indépendance immédiate. La Guinée devient ainsi le premier pays francophone d'Afrique subsaharienne à couper les ponts avec la France coloniale. Mais choisir l'indépendance, c'est une chose. La construire, c'en est une autre. Le 2 octobre 1958, la Guinée proclame officiellement son indépendance. La réponse française est brutale. Paris coupe toutes les aides, retire son personnel technique et ses forces armées. Sékou Touré doit alors trouver des alliés ailleurs. Il se tourne d'abord vers Kwame Nkrumah, le président du Ghana, une figure du panafricanisme. Nkrumah lui offre un prêt de 10 millions de livres ghanéennes pour stabiliser le pays. Ensemble, ils annoncent en novembre 1958 la création des noyaux pour les futurs États d'Afrique occidentale. Une idée ambitieuse, mais qui reste vague. Sur la scène internationale, Sékou Touré joue habilement. L'Union soviétique, l'Égypte et le Ghana reconnaissent immédiatement la Guinée. Les pays communistes, voyant une opportunité dans ce vide laissé par la France, offrent des aides économiques et militaires, comme un prêt de 140 millions de roubles de Moscou. Mais Sékou Touré n'est pas un pion du bloc de l'Est. Il équilibre ses alliances. Il visite Washington, Londres et Bonn, cherchant la coopération avec l'Ouest. En décembre 1958, la Guinée entre à l'ONU comme membre du mouvement des non-alignés, une position qui lui permet de naviguer entre les deux blocs de la guerre froide. En 1958 et 1960, Sékou Touré renforce son rôle de contestateur. Il durcit sa position contre la France. Il reconnaît le gouvernement provisoire algérien, vote contre Paris à l'ONU sur la guerre d'Algérie et surtout, en mars 1960, il sort de la zone franc pour créer une monnaie nationale guinéenne. Ce geste est un coup dur pour la France qui voit dans la zone franc un outil clé pour garder son influence en Afrique. Cette décision inquiète Paris. Et si d'autres pays suivaient l'exemple? Sur le continent, Sékou Touré tisse des liens étroits avec les leaders progressistes. En 1959, il forme avec Kwame Nkrumah l'Union des États indépendants africains. Puis en 1960, après l'éclatement de la Fédération du Mali, il s'allie à Modibo Keïta du Mali. Fin 1960, le trio Ghana, Guinée, Mali proclame une union symbolique à Conakry, même si cette alliance reste plus politique que pratique, et montre que Sékou Touré n'est pas isolé. Son indépendance inspire d'autres pays africains. En 1960, l'effet domino est enclenché. La plupart des colonies françaises deviennent indépendantes. Mais après 1961, le vent tourne. Avec la vague d'indépendance, Sékou Touré perd un peu de son statut unique. Alors, il ajuste sa stratégie. Déçu par l'aide soviétique, il se rapproche des États-Unis qui augmentent leur soutien économique. En 1963, il intègre la Banque mondiale et le FMI. Même avec la France, les relations s'apaisent. Les accords financiers sont signés en 1963 après la fin de la guerre d'Algérie. Sur le plan panafricain, Sékou Touré rejoint le groupe de Casablanca, une coalition d'États progressistes, mais il doit composer avec le groupe de Monrovia plus modéré. En mai 1963, la création de l'Organisation de l'Unité africaine marque un compromis. Elle privilégie
la coopération entre États souverains à la place d'une intégration poussée comme le voulaient Sékou Touré et ses alliés. Mais dès 1962, le régime durcit. Grâce aux résistances internes, étudiants, commerçants, intellectuels, Sékou Touré impose un parti État. Le PDG devient une machine totalitaire. Milices, conseils villageois, suppression des chefferies traditionnelles. Sékou Touré se voit comme un pilote d'un peuple passager, mais ce volant, il le tient d'une main de fer. Et puis, il y a les complots. Réels ou inventés, Sékou Touré vit dans la hantise d'être renversé. Le régime dénonce une quinzaine de complots en 26 ans. Des enseignants en 1961, des commerçants en 1965, l'armée en 1969. La tension monte encore avec l'attaque portugaise de 1970, l'opération Mar Verde, qui vise Sékou Touré et le PAIGC. Résultat, une répression massive s'abat. Surtout en 1971, avec le terme cinquième colonne pour désigner les prétendus traîtres internes. Des milliers sont arrêtés, torturés et exécutés. En 1976, le complot Peul, Diallo Telli, ex-secrétaire de l'OUA, y succombe. Les femmes, pourtant louées par Sékou Touré pour leur rôle, se rebellent en 1977. Humilié, il réprime mais concède des réformes. Son régime vacille mais il s'accroche. Le Kambaro devient l'épicentre de la terreur. Torture, diète noire, pendaison publique. Entre 50 000 et 80 000 morts selon les estimations. Mais cette violence ne touche pas que les individus. Elle frappe au cœur des familles. Une violence qui brise l'intime. Imaginez une nuit ordinaire. Des jeeps surgissent. Les soldats embarquent un père, une mère, sans explication. Les enfants restent là, terrifiés. Le lendemain, à l'école, un élève voit le nom de son parent au tableau parmi les comploteurs. On lui fait scander à bas l'impérialisme, prêt pour la révolution, alors que sa famille s'effondre. Ce récit est constitué à partir des témoignages est glaçant. La répression ne se limite pas aux prisons comme le Kambouaro, elle s'attaque au corps, torture, diète noire, conditions inhumaines, mais aussi à l'esprit. Les détenus, souvent arrêtés sans motif, sont forcés d'avouer des trahisons absurdes, de dénoncer proches ou amis sous la torture. Et puis, il y a le jugement. Parfois, pas de procès, juste une disparition. Parfois, une mise en scène politique. En 1971, après Malverde, 91 condamnations à mort. Des pendaisons au pont 8 novembre sous les yeux des écoliers. Les détenus perdent tout, dignité, droit, appartenance nationale. À leur sortie, une grâce les oblige à remercier Sékou Touré. Un rituel humiliant entouré de la famille. Cette violence intime, physique, psychologique, symbolique est une arme du régime pour briser les individus et leurs liens. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux détenus. Elle se propage en cercle concentrique. Les familles vivent une présence-absence. Un parent est au Kambouaro, au cœur de Conakry, mais aucune nouvelle ne filtre. Certains risquent tout pour communiquer. Maïmounaba Mariga raconte avoir soudoyé pour passer des lettres ou des médicaments. Mais c'est rare et dangereux. Des gardes ont été exécutés pour ça en 1970. Les proches ignorent souvent si le détenu est vivant ou mort. Pas de sépulture, pas de rituel. Nadine Bari a cherché 20 ans la tombe de son mari disparu. Cette absence est une torture à part entière. Et puis, il y a l'infamie. Les familles sont ostracisées. Leurs biens sont saisis. Les enfants de la cinquième colonne perdent leur bourse, peine à trouver du travail. Les épouses
subissent des pressions, se remarier ou être expulsés. Le mythe de Sékou Touré, héros de l'indépendance, ne repose pas que sur des symboles. Sékou Touré est un orateur charismatique. Ses discours fleuves, diffusés à la radio La Voix de la Révolution, martèlent l'unité nationale et l'anticolonialisme. Il publie des tomes de textes, 16 tomes, entre 1958 et 1968, via l'imprimerie Patrice Lumumba. Il parle de lui à la troisième personne, disant en 1982 « Ce tome, brimé jeune, est le fruit de ses frères dockers qui l'ont soutenu. » Pourtant, cette unité de façade est imposée. Le PDG écrase toute dissidence. Le Camboiro, dit tantôt, devient le sombre revers de ce régime. Une prison où des milliers meurent sous la torture. Le mythe du héros cache une réalité brutale. Sékou Touré meurt en 1984 aux États-Unis. Après 1984, des témoignages émergent. La vérité du ministre d'Alpha Abdoulaye Diallo, noviciat d'un évêque de Monseigneur Tidimbo. À l'étranger, des romans comme Le Cercle des Tropiques d'Alioune Fantouré dépeignent un tyran. En Guinée, l'émission À vous la parole libère les récits de répression. Ces voix brisent l'image héroïque, mais ne l'effacent pas complètement. Un consensus existe. Sékou Touré reste le héros du nom, mais son rôle de président divise, héros ou tyran. Alors, quel héritage? Après 1984, ce récit binaire héros ou tyran a figé les mémoires, masquant la complexité des vécus. Sékou Touré, entre gloire et horreur, continue de hanter la Guinée.